Hello, bienvenue à toi sur la chaîne Remote Monkey. Moi c'est Arnaud, je t'aide à devenir développeur web front-end avec des tutos et des formations complètes. Dans cet épisode consacré à React.js, on apprend tout ce qu'il y a à savoir sur les custom hooks, une méthode qui t'apprendra à isoler de la logique métier réutilisable dans des applications web. Cet épisode fait partie de la formation complète sur React.js. Je te mets donc la playlist et les ressources en description si tu veux refaire le parcours intégral pour apprendre React à ton rythme. N'oublie pas de laisser ton plus gros like, abonne-toi à la chaîne si c'est pas déjà fait et nous on démarre ça tout de suite sans plus attendre. Alors voyons les hooks personnalisés, notamment comprendre leur rôle et surtout pourquoi ils ont été créés, je te dis tout dans cette vidéo. Les hooks ont été introduits dans React avec la version 16.8 en 2019. Ça c'est une information cruciale pour comprendre que déjà ça n'existait pas au lancement de React. C'est pas quelque chose qui était natif dans React, c'est quelque chose qui a été implémenté parce qu'on a eu ce besoin-là. Avant ça, il était nécessaire d'utiliser des composants de type classe. C'était une vraie usine à gaz pour gérer des états ou des cycles de vie. À l'époque, ça rendait vraiment le code parfois difficile à maintenir et à réutiliser. Je dirais même que React était difficile à appréhender au début. Il est maintenant beaucoup plus simple de l'utiliser grâce au hook. Le terme hook, qui en fait signifie crochet en français, dans React a été choisi parce que ces fonctions permettent de crocheter dans les fonctionnalités de base de React. Par exemple, avec UseEffect qu'on a vu dans les épisodes précédents, on crochette du code qui doit s'exécuter à un certain moment du cycle de vie du composant. D'accord ? C'est une façon pour nous de crocheter du code et de le jouer au bon moment. Alors pourquoi les hooks ? Les hooks ont été introduits pour faciliter la gestion des états et des effets secondaires dans les composants fonctionnels, rendant le composant en fait plus simple et plus léger. Un exemple de hook qu'on a vu dans la formation, UseEffect par exemple et useState. Il en existe plusieurs. Alors pourquoi les hooks personnalisés, eux, sont-ils si importants ? À comprendre que dans cette vidéo, on va parler de hooks ici personnalisés. C'est pas des choses qui vont être natifs de React, c'est quelque chose qu'on va écrire nous-mêmes. On va créer nos propres hooks, si tu préfères. Les hooks personnalisés sont nés de la nécessité de réutiliser de la logique entre plusieurs composants, sans avoir en fait à dupliquer ton code. Alors évidemment, pour le comprendre, il te faut un peu d'expérience. Travailler sur des applications complexes sans eux te permettra de bien comprendre à quel point il devient important d'isoler des fragments de logique réutilisables au même titre que des composants. D'accord ? Quand tu travailles sur des composants, tu fais en sorte qu'ils soient réutilisables pour éviter à chaque fois de recréer un bouton. D'accord ? Tu vas utiliser un composant bouton qui sera utilisé et dispatché dans toute ton application. De cette manière, tu vas améliorer à la fois ton code, tu vas le réduire, tu vas éviter des potentielles erreurs et tu vas faciliter la maintenance puisque travailler sur le composant bouton va forcément être propagé dans toute ton application. D'accord ? Ici, c'est la même chose avec les hooks personnalisés en fait, sauf que plutôt que d'imbriquer des composants, tu vas imbriquer de la logique qui va devoir être réutilisé. Alors, quand est-ce que tu dois utiliser un hook personnalisé ? Je te donne un exemple. Si tu as plusieurs composants qui gèrent par exemple la lecture audio d'un titre, tu vas pouvoir isoler cette logique dans un hook personnalisé. Ça te permettra de factoriser tout le code complexe lié à ton lecteur de musique dans un hook que tu pourras ensuite appeler dans n'importe quel autre composant qui pourrait en avoir besoin. De cette manière, tu vas isoler la logique métier de ton code pour rendre tes composants plus légers. Ton hook peut renvoyer des données, comme le temps actuel de la lecture du titre, mais aussi des fonctions, à comprendre ici des outils, comme jouer la lecture du titre ou l'arrêter, par exemple. Donc, lorsque tu remarques que tu répètes la même logique, la gestion d'un formulaire, des appels API, ou comme ici dans notre exemple, un lecteur audio, dans plusieurs composants, c'est le bon moment pour créer un hook personnalisé. Il faut garder en tête que les composants fonctionnels devraient en fait se concentrer sur l'affichage uniquement. La gestion de la logique métier, par exemple la gestion d'un compteur, du son ou d'une API, peut être extraite dans un hook pour simplifier et alléger ton composant lui-même. D'accord ? Ça t'évite d'avoir des composants avec à la fois du style, des vues, une structure HTML, du JSX et de la logique. En englobant ta logique dans un hook personnalisé, tu vas déjà alléger ton composant, mais en plus, il sera réutilisable par d'autres composants qui auraient besoin de cette même logique. Alors attention, ici, il ne faut pas confondre avec le contexte qui sera expliqué dans le prochain épisode de cette formation, qui lui te permettra en fait de pouvoir piloter des états. Exemple d'un lecteur audio, tu vas pouvoir créer donc toute la logique métier de ton lecteur audio dans un custom hook qui s'appellerait par exemple Use Audio Player. De cette manière, ton composant 1 pourra par exemple utiliser l'outil que le hook lui transmettrait, qui lui permettrait par exemple de jouer le son. Et tu pourrais dans un composant 2 qui n'aurait aucune relation avec le composant 1, utiliser la méthode que le hook transmet lui également, qui te permettrait par exemple d'arrêter le son. Alors c'est très important ce concept à comprendre et on le verra de toute façon dans le prochain épisode. Mais ici, ce comportement, il est utile parce qu'en fait, tu as deux composants qui n'ont aucune relation. Tu le sais, depuis le début de cette formation, on a déjà travaillé sur le comportement
de parents de plus haut niveau et ensuite d'enfants. Donc tu avais la possibilité, par exemple, du composant 1 qui serait le parent, avoir la possibilité de transmettre des propriétés au composant 2, au composant 3, au composant 4, mais qui aurait en fait une relation directe avec le parent. Ici, si tu as deux composants dans ton application mais qui n'ont aucune relation, d'accord, deux composants de très haut niveau qui n'ont aucune relation entre eux, tu ne pourrais pas passer des propriétés entre les deux. Alors, il y a une convention et des bonnes pratiques à connaître. Un hook personnalisé doit toujours commencer par use. Exemple, use audio player, use form, use current user data, ce qui permet à React en fait de savoir tout simplement qu'il respecte les règles des hooks. C'est une bonne pratique. Une deuxième bonne pratique, c'est l'organisation de ton code. Il est recommandé, et pas obligatoire, mais recommandé, de créer un dossier qu'on va appeler hooks dans ton répertoire source. Un petit peu comme tu le ferais avec des fonctions utiles, avec un dossier par exemple utile, ou des composants, le fameux dossier component. C'est là que tu vas ranger tous tes hooks personnalisés, ça améliore la clarté et la structure de ton projet. Si on cherche un hooks, on va aller le chercher dans le dossier hooks, comme si on cherchait un composant qu'on irait chercher dans un dossier component, tout simplement. Alors je vais te donner un petit exemple d'utilisation des hooks personnalisés, par exemple un formulaire. Si tu centralises la validation des formulaires avec un hook comme useFormValidation, tu vas permettre à chaque fois que tu vas créer un formulaire, puisque dans une application web, tu peux en créer une multitude, tu vas permettre de centraliser ça. Plutôt que de recréer à chaque fois la validation d'un formulaire dans chacun des composants qui utilisent un formulaire, tu utiliserais plutôt un hook. De cette manière, tu ferais appel au hook qui te permet d'avoir justement la logique de validation de ton formulaire isolé et tu pourrais la réutiliser dans l'ensemble de tes formulaires. Donc, encore une fois, déjà, tu vas alléger ton code parce qu'au moment où tu crées ton formulaire, il y a de la logique en moins puisque tu l'as isolé dans un hook. Mais en plus de ça, quand tu vas créer ton deuxième formulaire, tu utiliseras cette même logique. Donc, tu allèges ton code. Mais en même temps, si tu as besoin d'implémenter de la logique ou de faire des correctifs à cette logique, tu vas les propager dans toute ton application puisque tout le monde utilise le même code. Un autre exemple, par exemple, la gestion des thèmes. Si tu gères un thème global, un mode clair sombre dans ton application avec le hook useTheme, tu vas encapsuler toute la logique de changement de thème. Alors encore une fois, ici, tu vois, ça peut être un petit peu particulier de comprendre le besoin de créer un hook. Puisqu'ici, tu me diras, et tu aurais raison, à quoi bon isoler la logique d'un changement de thème étant donné que tu ne changes qu'une fois de thème dans ton application. En règle générale, tu auras qu'un seul bouton qui te permettra de switcher entre clair et sombre. Tu n'auras pas une multitude. Par contre, ce qui est important à retenir, c'est que le hook, et on l'a vu tout à l'heure, est capable de transmettre à la fois des outils ou des datas. C'est-à-dire que si tu transmets l'outil qui permet de passer de mode clair à sombre, si tu le réalises dans un hook, tous les composants de ton application vont pouvoir appeler ce hook pour savoir sur quel thème on est, parce que tu peux aussi transmettre des données. De cette manière, chaque composant qui n'aurait aucune relation les uns envers les autres pourrait simplement, en appelant le hook, bénéficier de l'information de si on est sur un thème clair ou si on est sur un thème sombre. De cette manière, le composant, lui, sera capable de réagir et d'afficher soit l'affichage clair, soit l'affichage sombre. Ici, si on prend par exemple l'exemple toujours de l'audio player, comme on va le faire d'ailleurs dans notre exercice pratique, on va réaliser un lecteur audio. Si tu réalises un hook personnalisé qui s'appellerait Use Audio Player, il te permettra de centraliser toute la gestion audio du lecteur de musique. Alors, en résumé, les custom hooks te permettent de réduire la duplication de code. Ça, je pense que tu l'as compris, et de rendre le code plus propre et plus modulaire. Ça, c'est vraiment important. Pour créer un hook personnalisé dans React, c'est ultra simple en fait. Un hook personnalisé, c'est juste une fonction qui commence par use et qui utilise d'autres hooks de React et qui renvoie du coup quelque chose, des outils ou des datas. Comme on l'a vu, un custom hook est conçu pour retourner des données ou des fonctions utiles, encapsulant de la logique réutilisable. Par exemple, ici, je te montre un hook qui va retourner les informations d'un utilisateur connecté. On va créer un hook qui va s'appeler useUser, par exemple, dans lequel on va utiliser des hooks. Donc ici, c'est un hook personnalisé, c'est nous qui le créons, c'est comme je te l'ai dit, une simple fonction qui va commencer par use. On l'écrit useUser. À l'intérieur, on va par exemple ici déclarer un state qui s'appellera user avec sa méthode setUser, qu'on a vu les states dans les épisodes précédents. Ici, c'est juste pour te montrer qu'on va utiliser des hooks dans ce hook personnalisé. On utilise d'ailleurs le hook useEffect également. Ici, on fait une simulation d'un appel API pour obtenir l'utilisateur connecté. Donc, admettons qu'on aille récupérer les informations de notre utilisateur connecté. Une fois qu'on les a récupérées, on va setter user. Et donc, user, c'est l'information que notre hook custom va retourner. De cette manière, en utilisant le hook useUser, nos composants vont pouvoir tous bénéficier de la formation de user et en partant de là, pouvoir utiliser les datas de l'utilisateur connecté. Donc chacun de nos composants vont pouvoir utiliser ce hook et se servir de la donnée retournée pour traiter ce qu'elle a besoin de traiter. Exemple, afficher le nom de l'utilisateur connecté. Un autre composant pourrait lui afficher le statut de l'utilisateur connecté, la date d'inscription, des données diverses et variées. Ok, donc on l'a vu, le custom hook, c'est quelque chose de très important à connaître dans React. C'est quelque chose qui va améliorer ton code, mais c'est aussi quelque chose qui va te permettre de travailler dans de meilleures conditions
conditions, notamment avec des composants qui n'ont aucune relation entre eux. Donc dans notre exercice pratique, ce qu'on va faire, c'est réaliser un lecteur de musique et créer un custom hook. Ça va te permettre vraiment de maîtriser ça, et à la fin de cette vidéo, tu seras capable d'utiliser les hooks personnalisés. Allez, c'est parti. Comme dans les épisodes précédents, on monte une instance de Vite avec un modèle React pour avoir une architecture dans laquelle on va pouvoir travailler, d'accord, une micro-application, un boilerplate. On va se rendre dans App. Ici, je vais supprimer l'intégralité du code qui est présent pour pouvoir apporter le mien. Je vais d'ailleurs supprimer également le style CSS à ce niveau-là. Donc le app CSS, c'est ici. J'ai pas besoin de tout ça. Je le supprime. Je vais quand même garder le style qui est lié à la div ID root. Je vais supprimer ce fichier et je vais coller ça à ce niveau-là pour avoir voilà, le style de base sans me prendre la tête. Je vais sauvegarder, je ferme ça et je suis prêt à travailler dans mon architecture React. Alors, concernant notre architecture, ici, on peut supprimer ça, c'est pas très utile d'ailleurs. Donc, concernant notre architecture, on va créer un premier dossier qu'on va appeler component, dans lequel on aura donc les composants. Et comme je te l'ai dit, on va aussi créer un dossier hooks, dans lequel on a la possibilité de stocker tous nos hooks. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer notre premier hook, use audio player. Dans notre dossier composant, on peut commencer à créer un dossier qu'on appellera music player, par exemple, dans lequel on aura deux fichiers. Le premier qui sera le composant music player, .jsx. Et si tu as suivi un petit peu la formation, notamment sur l'épisode du CSS, on va pouvoir créer un module CSS concernant ce composant, donc musicplayer.module.css. Voilà. Le CSS, lui, va comporter certaines règles, notamment le style de notre lecteur de musique. Moi, pour gagner du temps, je vais le coller à ce niveau-là. À noter que tu peux obtenir les ressources via le lien que tu trouveras en description. Ici, je mets simplement donc une classe container qui va me permettre un petit peu de contraindre tout ça. J'aurai un bouton de type primary qui aura des propriétés over, focus, etc. La possibilité de personnaliser le timer de notre lecteur de musique, la barre de progression, ici tout simplement. D'accord ? Donc tu peux recopier le code ou utiliser les ressources en ligne directement. On peut sauvegarder, on ne reviendra pas à ce niveau-là. Nous, on va construire notre composant music player et puis ensuite on construira notre hook au fur et à mesure. Alors pour terminer notre architecture, évidemment, on va avoir besoin d'un titre à jouer. Donc là, tu peux prendre n'importe quel titre MP3. Ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre dans Public. Je vais ouvrir un dossier que je vais appeler Audio. Ce sera des ressources dans lequel je vais basculer un titre qui sera Song MP3. D'accord ? C'est un simple titre, tu peux utiliser n'importe lequel. L'idée, c'est de comprendre le fonctionnement et pas de jouer le même titre que moi, évidemment. Alors, notre composant Music Player, on va commencer à l'établir. Je vais me mettre comme ça. On va fermer le terminal et puis je vais zoomer un petit peu sur le code pour que tu puisses y voir correctement. Donc, on va commencer avec une balise et un style container. Comme on utilise les styles, on va importer notre fichier CSS module. Qui provient du même dossier qui s'appelle musicplayer module.css. Ok, on est parti. Le lecteur sera ici. On peut sauvegarder. Alors, on va importer notre composant musicplayer dans App. Et on va sauvegarder. On peut maintenant démarrer la console, ouvrir la console, démarrer le serveur, npm run dev et se rendre sur localhost. Très bien. Donc on a notre module de lecteur qui va être représenté ici. Je vais gérer mon affichage comme ça. On aura les deux vues et on pourra travailler. Très bien. Je vais fermer un petit peu l'affichage pour y voir plus clair. App, on ne reviendra pas nécessairement dessus, d'accord ? On va se rendre ici et on va essayer de composer déjà la vue de notre premier lecteur de musique. Alors, notre lecteur, il va disposer d'un premier bouton qui lui permettra de jouer le son ou d'arrêter le son, mettre sur pause ou play.
Donc on va commencer à intégrer un bouton. Qui aura la classe ButtonPrimary. Ici, l'idée, ça sera d'avoir une icône de play et une icône de pause en fonction de la logique de notre lecteur. D'accord? Donc ça sera le bouton qui sera à ce niveau-là, qui nous permettra de jouer ou de mettre sur pause. Ensuite, juste à côté de notre bouton, on aura le timer. Donc on va créer une première balise div qui aura comme classe le timer. Voilà. Ici, on peut le matérialiser par exemple comme ça, pourquoi pas. Ici, ça sera donc la durée totale de notre audio et la durée actuelle. On va ajouter un troisième élément à notre lecteur, ça sera la barre de progression. Donc on va tout de suite réaliser ici une balise progress qui aura la classe progressBar. Alors on n'est pas obligé d'avoir ce type de balise, on peut faire une balise auto-fermante à ce niveau-là. Donc là, j'ai une barre de progression qui est matérialisée via ma balise progress. Alors, on peut aussi définir une valeur actuelle en utilisant la propriété value, par exemple qu'on va définir à 1 pour l'essai, et une valeur maximale qu'on pourrait définir à 3. Voilà. De cette manière, on arrive facilement à reproduire une barre de progression. Okay. Donc, la vue de notre composant est terminée. On a déjà réalisé un lecteur de musique qui va comprendre des informations. Nous, notre objectif maintenant, ça va être de le faire fonctionner avec de la logique et de récupérer des informations dans ce composant-là via un custom hook. Donc, comme on l'a vu dans notre cours théorique, ici, on aurait la possibilité de créer notre logique de l'application. D'accord ? Logique, on va dire métier, ici, du composant lecteur de musique. On pourrait faire ça dans ce composant-là, à ce niveau-là. Donc notre objectif, c'est de créer un custom hook. Donc plutôt que de créer notre logique ici, ça va être de la créer ailleurs, pour deux raisons. La première, c'est d'avoir la possibilité d'alléger notre composant music player. La deuxième, c'est de créer un hook qui pourrait être appelé par d'autres composants qui pourraient avoir envie de faire la même chose ou d'utiliser soit des données transmises par ce hook, soit des outils. On va se rendre donc dans le hook useAudioPlayer. Donc ici, on va créer une fonction qu'on exporte, bien sûr, qui s'appellera, comme je l'ai dit, donc useAudioPlayer. Cette fonction va prendre un argument, par exemple, la source de l'audio qu'on souhaite jouer. De cette manière, n'importe qui utilisera ce hook définira la source de l'audio pour jouer un nouveau titre, par exemple. On ouvre notre fonction. Cette fonction va pouvoir retourner quelque chose. Ça va être, entre guillemets, sa fonction première. Ici, elle pourrait retourner des informations sur le lecteur audio et des outils pour piloter, par exemple, le lecteur. Voilà. Piloter la lecture, ça me va très bien. D'accord ? Donc voilà, un custom hook. Il s'appelle use, donc React comprend ici qu'on est dans un hook personnalisé. Et cette logique-là va pouvoir retourner des informations dont vont pouvoir utiliser ensuite tous les composants qui feront appel à useAudioPlayer. Alors pour commencer, on l'a dit, dans un custom hook, tu as justement la possibilité de pouvoir utiliser d'autres hooks natifs de React, comme par exemple les states, les refs ou les effets, useEffect. Ici, on va créer une série de states qu'on va pouvoir utiliser dans notre logique métier. Par exemple, la notion de est-ce qu'on est en train de jouer ou est-ce que le lecteur est en pause. Ça sera notre premier état, le plus important. Donc, on le crée immédiatement. Donc, on crée un state qu'on va appeler isPlaying, ainsi que sa méthode setIsPlaying. Ici, on importe useState de React et on définit la lecture en pause, donc à comprendre une valeur boolean false. On peut également créer un deuxième state qui sera currentTime, qui lui va représenter la valeur actuelle de la lecture. Donc ça sera plutôt un type number. On peut également avoir un state qui définira la durée, donc duration, et sa méthode setDuration, qui lui aussi sera de type number. Comme ça, on aura la valeur du temps actuel
et la valeur de la durée. Ça, évidemment, c'est toutes des informations qu'on va pouvoir retourner à ce niveau-là, puisque notre music player, lui, va avoir besoin d'afficher ces informations. On le voit ici, on va avoir besoin de dynamiser la valeur de lecture actuelle, la valeur maximale, d'accord, la valeur totale. Ici, on va par exemple conditionner dans notre bouton est-ce qu'on est en train de jouer ou est-ce qu'on est en train de mettre sur pause pour avoir la possibilité d'afficher soit une icône de play, soit une icône de pause. D'accord, simplement. Donc, c'est forcément des informations que notre composant va avoir besoin de récupérer. On va également utiliser la méthode useRef qui va nous permettre de faire une référence de notre audio en fonction de sa source. De cette manière, on pourra récupérer toutes les informations qui dépendent de notre titre, puisque les informations de lecture sont disponibles uniquement dans la valeur ici audio source. Donc on déclare une constante qu'on pourrait appeler audioRef. On utilise la méthode useRef de React et on crée une nouvelle instance audio de audio source qui nous sera transmise ici par les propriétés de notre fonction. On va maintenant utiliser un useEffect pour qu'au moment du montage du composant, on puisse bénéficier de toutes les informations dont on a besoin de dépendre pour pouvoir travailler. Ici, on va donc importer useEffect à ce niveau-là et également useRef, que j'ai mal écrit d'ailleurs. Je vais le refaire. Et on va importer donc useRef. Ce sont les 3 hooks qu'on va utiliser dans notre custom hook pour pouvoir travailler. On va déclarer une variable audio qui correspondra à la référence qu'on a créée à ce niveau-là. Et on utilisera current pour faire référence à l'audio actuel. On va ensuite créer 2 fonctions, une qui nous permet de mettre à jour current time et une qui nous permettra de mettre à jour la durée totale. C'est des informations qu'on va pouvoir utiliser par exemple pour piloter la barre de progression et également les informations qu'il y a ici, puisqu'à chaque fois que current time va évoluer, on va faire évoluer le state à ce niveau-là, et comme on va renvoyer à notre composant la valeur de current time, on aura quelque chose de dynamique qui va pouvoir se propager dans notre composant ensuite. Donc on va faire 2 petites fonctions très simples, une qui va s'appeler update current time, qui va donc setter la valeur de current time en fonction donc de notre variable audio et de sa propriété current time. Je te laisse loguer audio à ce stade ici. Si tu veux pouvoir voir un petit peu ce que tu retrouves dans audio en fonction de la référence qu'on a créée à ce niveau-là, tu verras qu'on a des propriétés et que ces propriétés, on est tout simplement en train de les utiliser. Donc on va avoir une méthode qui nous permettra de mettre à jour current time. On pourrait avoir aussi une méthode qui va nous permettre de pouvoir modifier la durée. Donc ici, on va déclarer une fonction update duration qui va, elle, tout simplement setter duration ici en fonction de audio et de la propriété duration encore une fois. Ici, on va écouter l'événement time update et lorsque cet événement sera joué, on utilisera notre fonction update current time qui, elle, met à jour current time. D'accord ? Donc tu vois que c'est très simple. On fait pareil avec l'événement loaded metadata. Et à cet événement, on va jouer Update Duration. Alors, si tu as suivi le cours complet disponible dans la formation donc sur le useEffect, qu'on a vu dans les épisodes précédents, ici, on a la possibilité de nettoyer les écouteurs d'événements qu'on aurait lancés ici au moment où le composant sera démonté. Donc, c'est ce qu'on va faire. Ici, on va tout simplement remove event listener qu'on aura créé plus haut. Donc, on peut copier ces 2 événements et au lieu d'utiliser add event, on va utiliser remove event listener de time update et de sa méthode. Pareil ici pour la durée, de manière à pouvoir, au démontage de notre composant, nettoyer entre guillemets notre cache en supprimant les écouteurs d'événements qu'on vient de créer à ce niveau-là en JavaScript. On peut sauvegarder. Et maintenant, on va continuer un petit peu. On va créer nos outils qui vont nous permettre de piloter notre lecteur. Donc, on va créer 2 méthodes. Une, play, qui va nous permettre de jouer la musique et l'autre, pause, qui va nous permettre de la mettre en pause. C'est parti. On crée un premier outil, une première fonction fléchée qui s'appellera play, tout simplement. On va utiliser donc notre référence audioRef. On va utiliser la méthode current et sa méthode play. Encore une fois, je t'invite vraiment à loguer audio, la référence, pour voir un petit peu tous les outils dont tu dépends à ce moment-là. Une fois qu'on a
jouer notre lecture, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va tout simplement demander à notre état setIsPlaying de passer sur true. De cette manière, on aura l'information que le lecteur a été joué. On fera exactement l'inverse sur la pause. Donc ici, setIsPlaying true. On peut fermer notre fonction. On peut faire exactement la même chose avec la pause. On va l'appeler donc cette méthode pause. Ici, on va plutôt utiliser la méthode pause. Et évidemment, ici, on va setter playing isPlaying à false. Je peux sauvegarder. Alors, on l'a vu, notre custom hook va pouvoir ici nous transmettre des informations. On a beaucoup d'informations à transmettre puisqu'on a travaillé sur pas mal de choses, comme par exemple la notion de isPlaying. Ici, on va pouvoir transmettre l'information de est-ce qu'on joue ou pas. On pourra avoir également le temps actuel qui est joué dans notre audio, sa durée, sa méthode play et sa méthode pause. On verra qu'on pourra implémenter quelque chose de plus dans notre méthode à ce niveau-là. D'accord? Mais on peut d'ores et déjà utiliser les informations qu'on est en train de retourner à ce niveau-là dans notre composant pour pouvoir faire vivre un petit peu notre player de musique. Donc on va se rendre dans le lecteur de musique et on va voir comment est-ce qu'on récupère de notre custom hook toutes ces informations qui sont retournées. Ici, tu verras que c'est très simple finalement. On va ouvrir une nouvelle constante qui va récupérer des informations, comme par exemple isPlaying, current time, duration, play et pause. Et ça va provenir de notre hook useAudioPlayer. Je vais juste fermer la parenthèse à ce niveau-là, ici. Et donc notre hook, on va tout simplement l'importer ici, dans notre composant, puisqu'on l'exporte à ce niveau-là. Donc en important mon hook useAudioPlayer, en faisant référence à celui-ci, et en déclarant des constantes qui sont retournées ici, dans notre custom hook, je vais pouvoir bénéficier des informations. Par exemple, isPlaying. Ici, je vais me mettre à ce niveau-là. Et ici, dans une condition ternaire, par exemple, je peux dire, si je joue, j'affiche le bouton pause. Si je joue pas, j'affiche plutôt le bouton play. Alors, on l'a vu, notre hook useAudioPlayer a besoin d'une notion fondamentale, ici en paramètres, puisque tout dépend de la source d'audio qui aura été renseignée, c'est-à-dire où se trouve notre titre. Donc, notre titre, nous, on l'a mis dans le dossier public, dans un dossier qui s'appelle audio, et le titre s'appelle song.mp3. Et on va tout simplement renseigner cette information-là à ce niveau-là. Donc on envoie uniquement la source qui nous concerne. Donc ici, on va se trouver dans le dossier racine, public, dans un dossier qui s'appellera audio, et le titre s'appelle song.mp3. Donc ici, ça sera forcément différent chez toi. Maintenant que j'ai transmis la source qu'attendait mon hook, je vais pouvoir sauvegarder. Donc ici, comme je ne joue pas encore mon titre, j'affiche plutôt play. Alors pour jouer le titre, il va falloir que mon bouton puisse créer une action, donc à l'événement onClick. On pourrait tout simplement jouer la fonction play. Tu l'as compris, ici on est dans une forme de toggle, c'est-à-dire que lorsque je clique, je vais soit jouer le son, soit le mettre en pause. J'ai plutôt intérêt ici de faire la même condition de ce type-là, ici, ternaire. Donc je vais plutôt faire cette condition ternaire à ce niveau-là. Si je suis en train de jouer, alors dans ce cas-là, je vais jouer la fonction pause, qui est disponible à ce niveau-là de mon custom hook. Et puis dans le cas où je serai déjà sur pause, alors je vais vouloir jouer la fonction play. Je peux sauvegarder et voir un petit peu ce qui se passe. Ici, je suis bien en train de jouer mon son. Alors, toi, tu n'as pas le son en direct, je ne te capture pas le son de l'ordinateur. Mais ici, j'ai bien le son qui est en train de jouer et il est bien matérialisé ici, puisque du coup, je suis passé sur le pause, étant donné que je suis en train de jouer à ce niveau-là. Si j'appuie sur pause, je vais avoir la possibilité de retourner sur play. Très bien, on évolue. Pour plus de clarté, je vais plutôt utiliser des icônes au lieu de travailler sur du texte à ce niveau-là. Donc, on a déjà vu dans cette formation comment utiliser des icônes dans un projet. Je vais simplement gagner du temps en ayant une icône de play et une icône de pause. Tout simplement. Je remplace le texte par une icône. Ça me permet de matérialiser un lecteur de musique un peu plus proprement. Alors, j'ai des informations dont je dispose ici que je n'utilise pas encore. Current time et duration. Donc, on l'a vu, duration, par exemple, peut être matérialisé à ce niveau-là. Il va également être utilisé à ce niveau-là, au niveau de notre barre de progression. Donc ici, on va mettre tout simplement la valeur duration et ici, la valeur current time. Ces valeurs-là peuvent être utilisées également ici. On verra qu'on en fera quelque chose de différent par la suite. Mais dans un premier temps, on peut déjà afficher ces valeurs-là en remplacement des données en dur qu'on avait mis ici. Ok, je sauvegarde.
J'ai donc maintenant des valeurs qui sont représentées à ce niveau-là. Je vais appuyer sur Play et je vais voir des informations qui vont être transmises. Donc je vois que ma barre de progression est bien en train de progresser. Et ici, j'ai bien des données qui sont en train d'être actualisées. Alors malheureusement, je suis en train d'utiliser des millisecondes. Donc notre objectif, ça va être de formater current time et la duration, puisque la barre de progression, elle, utilise ces valeurs ici pour la progression. Mais par contre, à l'affichage, je vais avoir besoin de quelque chose d'un petit peu plus humain. Donc il va simplement falloir que j'utilise une fonction qui me permet de formater le time actuel et la duration. Alors pour ça, je peux me rendre, je vais mettre sur pause ici. Pour ça, rien de plus simple, je vais me rendre ici dans mon custom hook use audio player, je vais me mettre à la fin et ici, je vais créer une fonction qui me permet de formater ces informations pour pouvoir renvoyer à la fois current time et duration qui vont être utilisées par ma barre de progression, mais aussi des valeurs formatées qui vont être utilisées plutôt à ce niveau-là. Donc ici, je crée une fonction format time qui va prendre en paramètre les secondes qui sont renvoyées actuellement. Voilà, je crée mon outil ici. On va créer une première valeur en minutes. Donc la variable minute va utiliser matfloor. On va prendre nos secondes et on va les diviser tout simplement par 60. Ça nous donnera des minutes. On va également isoler les secondes, puisqu'on va vouloir formater les secondes en minutes-secondes. Donc ici, je vais isoler mes secondes. Alors que va retourner cette fonction? Tout simplement les minutes. Donc je vais me mettre entre backstick ici. On va renvoyer donc les minutes. On va incrémenter également les secondes. Donc, comme ça, on va renvoyer nos secondes. Si supérieur à 10, on renverra 0. Sinon, si inférieur, on renverra rien. OK? On peut sauvegarder. On a donc une fonction qui nous permet simplement de formater le time. Donc ici, on transmet current time. On a la possibilité pourquoi pas de renvoyer une nouvelle valeur qui sera plutôt current formatted time, qui sera ni plus ni moins que current time, ici formaté. Donc on utilise notre fonction ici format time, qui prend en paramètre current time. Ça va nous donner donc la valeur de current formatted time. On fait la même chose ici pour la duration. Qui va utiliser donc la même fonction dans laquelle on va transmettre duration. Alors c'est quelque chose ça qu'on aurait pu faire tout simplement dans le music player, mais je préfère créer ma logique ici dans mon custom hook de manière à avoir à la fois current time, mais à la fois current formatted time, et pareil pour la duration. Ça me permettra de formater la durée et de pouvoir les utiliser ici. Donc, étant donné que je retourne ces nouvelles valeurs ici, je peux tout simplement les retourner ici. On va essayer de les mettre dans l'ordre, parce que là, j'ai tout pris un peu comme un bourrin. On va faire comme ça. Ici, on va la mettre là. Voilà. On a donc deux nouvelles valeurs qu'on peut utiliser dans notre code, et c'est là où tu vois l'intérêt d'utiliser un custom hook, c'est qu'il est évolutif. De cette manière, ici, plutôt que d'afficher current time, je vais plutôt afficher current formatted time. La même chose avec la durée. Ici, où je vais plutôt utiliser la durée formatée. Évidemment, on conserve current time et duration, puisque ça, c'est utilisé dans la barre de progression. Et ici on n'utilise pas un format de minutes par seconde, mais bien les secondes. Donc je sauvegarde. Je vais mettre un petit peu plus grand. J'ai la possibilité donc de jouer mon titre. On voit que la durée, du coup, maintenant est formatée. J'ai un affichage beaucoup plus intéressant. Alors là, je vois que par exemple, ma barre de progression n'a pas subi le style, certainement parce que j'ai fait une erreur ici en camel case. Ouais, je dois avoir un petit problème de style, là, je vais regarder un petit peu ce qui se passe. Ok, bon, très bien, regardons. Ici, je vais fermer ça, je vais me rendre plutôt dans index parce que ouais, j'avais configuré max width ici. Donc ici, c'est important de rajouter width 100%. Voilà, pour avoir ça. Et puis j'avais mis moins, en fait, j'avais mis 800 pixels. Donc je vais reprendre mon exemple. Parfait. Je vais réactualiser. Donc j'ai un lecteur de musique un petit peu plus sympa qui va me permettre de mettre sur play et sur pause. Donc j'ai bien le titre qui va être joué avec le compteur qui s'incrémente, la durée maximale et une barre de progression qui va progresser tout simplement dans le temps.
Parfait. Donc si tu l'as fait toi-même chez toi, tu auras donc la possibilité de jouer un titre. Et tu le vois ici, on a un composant qui ne possède vraiment pas de logique. La logique métier ici du composant de lecteur de musique a été introduit dans notre custom hook. On le voit, l'utilisation de ces informations est strictement ici représentée par une importation. D'accord ? On va transmettre à ce niveau-là un titre à jouer et on va bénéficier de toutes les informations. Donc il est possible de créer une multitude de lecteurs dans notre application pour lequel à chaque fois on aura simplement à lui transmettre un titre. Mais la logique ici de notre composant n'existe pas au sein de notre composant. On verra dans le prochain épisode comment est-ce qu'il est possible de créer des contextes pour pouvoir afficher un seul et même player de musique au sein de notre application et de le piloter, pourquoi pas, par l'intermédiaire de différents composants qui n'auraient pas de relation directe. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que tu as compris l'utilisation des hooks personnalisés, les custom hooks. Comme d'habitude, je te propose de laisser ton meilleur like, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et moi je te dis à bientôt dans le prochain épisode. Salut, ciao!